Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Amélie Berchi, qui est diplômée d'un master en sciences du mouvement et du sport. C'est notamment de là-bas qu'on s'est connus durant nos études à Fribourg. Ensuite, tu es physiothérapeute également, tu es professeur de yoga, tu es coach et même athlète. Amélie, bienvenue sur le Hopcast. Merci, bonjour Thomas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très content aujourd'hui de t'accueillir ici pour parler d'une thématique qui n'est pas toujours évidente pour un homme à aborder. On va parler de cycle menstruel, on va parler de ménopause et leur lien aussi avec le sport santé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours, tes spécialités, etc. Oui, avec très volontiers. Du coup, je m'appelle Amélie. J'ai étudié le sport à l'université de Fribourg. Et puis après, je me suis dirigée vers la physiothérapie. Et puis, je suis revenue aux sciences du sport pour terminer mon master en sciences du sport l'été passé. Et puis, je pense que c'est assez marrant parce que je me suis posé cette question, à quel moment je m'étais intéressée un peu par le cycle menstruel et un peu la spécificité de l'athlète féminine ou la spécificité de la femme dans le sport. Et je me suis rappelé que pour mon travail de diplôme de gymnase, j'avais fait déjà quelque chose sur les pertes de fer chez la femme dans le sport. Et donc, je pense que ça a peut-être un peu émergé à ce moment-là. Et puis finalement, après, j'ai complété ça l'été passé par un travail de master sur le monitoring du cycle menstruel dans le sport. Et puis, en parallèle de tout ça, je travaille comme physiothérapeute, donc je travaille dans un cabinet à Vevey. Et puis, je suis encore aussi, comme tu l'as dit, athlète, donc je pratique aussi beaucoup le sport pour moi et j'aime beaucoup véhiculer le message du sport santé aussi, parce qu'il est pour moi essentiel et puis primordial avant de passer un peu à la performance et le reste. Quel type de sport tu fais? Je fais de la course de montagne. Donc, tu fais des compétitions ou tu t'entraînes beaucoup pour le plaisir? Ouais, j'essaye de garder toujours le plaisir, mais je fais de la course de montagne en compétition dans un circuit qui s'appelle le skyrunning, donc c'est des compétitions de course de montagne assez techniques. Et j'essaye de combiner ça avec toutes les autres activités que j'ai, qui sont les études, la physio et puis l'équilibre aussi de vie. Excellent. Donc on va parler en deux parties surtout. La partie d'abord sur le cycle menstruel et le sport santé. Et après, on abordera surtout la thématique de la ménopause, aussi en lien avec le sport santé. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer en termes simples qu'est-ce qu'est le cycle menstruel et son impact sur le sport santé? Alors, le cycle menstruel, ce qui est super important de définir au début, c'est que le cycle menstruel, donc c'est vraiment un cycle, ça se déroule sur 21 à 35 jours. Donc souvent, on avait cette injonction de dire quand j'ai mon cycle qui représentait en fait quand j'ai mes règles. Mais du coup, le cycle menstruel, c'est vraiment tout le processus. Et c'est un processus hormonal qui met donc en jeu ces hormones qui sont en fait des messagers chimiques qui se baladent dans la circulation, qui se baladent dans le sang. Donc, ce qui est important de savoir avec le cycle menstruel, c'est que comme c'est lié au cycle, aux hormones, ça va atteindre d'autres organes que vraiment les organes cibles qui sont liés au cycle menstruel. Donc, ça fait référence à une série de changements hormonaux qui préparent finalement à une éventuelle grossesse. Et puis, il y a plusieurs hormones qui sont en jeu, dont l'œstrogène et la progestérone. Puis, qu'est-ce qui se passe dans ce corps? Qu'est-ce qui peut impacter après quand on veut se mettre dans une démarche de mouvement, plus de mouvement ou de sport santé, on va parler principalement ici. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Alors, sur le déroulement du cycle, peut-être si je reviens là-dessus, il y a le premier jour du cycle qui est le jour des règles, qui peuvent durer entre 3 à 5 jours, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Et puis, durant cette phase-là, en fait, durant l'apparition des règles, il y a souvent des symptômes qui sont liés, qui sont des douleurs, qui sont des fois une baisse d'énergie, des sensations qui sont vraiment généralisées à la forme physique. Donc ça, c'est peut-être la première chose qui peut impacter sa pratique sportive. Ensuite, on a la deuxième phase. Donc, une fois que les règles sont terminées, on est dans cette phase folliculaire, on appelle ça, cette première partie du cycle. Et puis, dans cette première partie du cycle, une fois que les règles sont terminées, des fois, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer, de sensations liées justement à l'énergie. Des fois, c'est une grosse énergie qui revient. On se sent énergique, on a envie de faire plein de choses. On a beaucoup d'énergie à revendre dans cette phase-là, jusqu'à l'ovulation.
Et une fois qu'il y a l'ovulation qui est passée, on passe dans cette deuxième partie du cycle qui est la phase lutéale. Et puis la phase lutéale, là, il y a la deuxième hormone, la progestérone, qui apparaît. Et la progestérone a d'autres impacts qui fait que peut-être cette partie du cycle sera un petit peu moins grande en énergie. On a aussi d'autres symptômes qui peuvent apparaître dans la fin de cette phase, qui sont aussi, encore une fois, qui peuvent avoir un impact sur sa forme physique, qui sont encore une fois peut-être de la rétention d'eau, un changement de température corporelle, qui sont aussi associés finalement à sa pratique sportive. Et est-ce que, dans l'autre sens, est-ce que le fait de se mettre en mouvement pour atténuer ces symptômes qui sont plutôt négatifs, est-ce que c'est une bonne chose à faire ou il faudra adapter certaines choses? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Évidemment, ouais. En fait, la pratique sportive, on sait par l'essence de la pratique sportive que ça peut avoir un impact sur l'humeur, ça peut avoir un impact des fois sur les douleurs. On sait que la pratique sportive, la pratique du sport peut libérer différentes hormones aussi, dont les endorphines, la dopamine, la sérotonine, qui sont des hormones qui sont plutôt à tendance, on va dire, positive, qui peuvent diminuer des douleurs, qui peuvent augmenter un petit peu la motivation, améliorer un petit peu l'humeur. Et donc c'est clair que de par ce postulat-là, on peut clairement dire que l'activité physique pourrait aider dans les phases qui sont plus difficiles, la phase prémenstruelle, donc juste avant les règles et peut-être même pendant les règles. Après c'est sûr que c'est très individuel, et puis ça c'est quelque chose qui est très important par rapport au cycle menstruel, c'est que il y a vraiment une individualité des symptômes et une individualité de la durée du cycle, des symptômes qu'on peut ressentir, et qui fait que c'est très individuel. Et puis il va falloir un petit peu voir comment on réagit en faisant du sport, peut-être pendant ces règles ou juste avant, quels sont les impacts sur ces symptômes personnels. Donc tu conseillerais du coup d'analyser un peu comment mon corps réagit durant ces phases-là, et ensuite tu adapterais quels paramètres un peu si tout d'un coup il y a pas mal de douleurs ou une baisse d'énergie. Qu'est-ce que tu adapterais là? Ouais, c'est très juste ce que tu dis. C'est vraiment la première étape, en fait, c'est apprendre à connaître son cycle. Et puis on peut pas appliquer des choses sans avoir dit ok, en fait finalement chez moi ça se passe comme ça. De connaître son cycle en se disant ok, chez moi ça dure 30 jours versus des fois 21 jours pour certaines autres personnes, et déjà définir la durée de son cycle, et puis après analyser un petit peu comment on se sent dans ces différentes phases, peut-être simplement au début, première moitié de cycle, comment on se sent, deuxième moitié de cycle, et puis noter quelques symptômes, et puis par exemple s'il y a des grosses douleurs, mais par contre qu'elles ne sont pas présentes durant le sport, du coup, on peut clairement prendre le postulat que oui, il faut continuer à faire de l'activité physique. Si au contraire, les douleurs sont telles qu'on a énormément de peine à se mettre en mouvement, peut-être là, il faudra privilégier des activités qui sont plus simples, un peu de yoga, juste se mettre un tout petit peu en mouvement. Et puis, si les impacts sont un problème, par exemple, si courir, c'est désagréable pour les pertes de sang, si on ne se sent pas à l'aise dans ces phases-là avec des sports qui ont des impacts, peut-être privilégier le vélo. Il y a énormément d'adaptations à faire. Je pense qu'elles sont à discuter des fois aussi. Puis principalement pour les membres qui viennent à Hope Santé, elles sont dans une démarche de plaisir, de bien-être. Est-ce que tu conseillerais d'adapter l'entraînement en fonction de comment elles se sentent, ou pas forcément parce qu'on n'est pas dans de la performance? Oui, je pense que justement, il faut définir un peu les impactions qu'ont le cycle sur sa pratique sportive dans un premier temps. Et puis après, je pense qu'il faut aussi être un petit peu curieux et puis savoir aussi gentiment connaître ses limites. Peut-être pour certaines personnes, ils vont se rendre compte que faire du sport dans ces phases un petit peu plus difficiles, avant les règles, après les règles, c'est finalement bénéfique. Et puis il y en a d'autres qui vont peut-être se rendre compte que finalement c'est vraiment un calvaire. Et puis à ce moment-là, il faut plutôt adapter et puis dire ok, je lève un petit peu le pied avant, et puis ça me permettra de passer cette phase un peu plus facilement. Donc individualiser, ça dépend de soi. Individualiser, oui. Les choses. Moi, je me suis beaucoup intéressé un peu au cycle, vu que je t'ai pas dit encore, mais je vais être papa en septembre. Bon, voilà, c'est pas moi qui fais le job actuellement, mais du coup, voilà, ça me rappelle certaines phases et tout. Ouais. Est-ce que ça a aussi des impacts aussi sur la santé mentale? On a abordé dans 2 épisodes la santé mentale avant cet épisode-là. Est-ce que le fait de bouger, même quand on a ces phases, est-ce que ça a un impact aussi mentalement?
Oui, absolument. Je pense que encore une fois, il y a peut-être des patterns un peu de motivation, des patterns d'humeur qui sont reconnaissables durant le cycle. Puis c'est vrai que si on sait, par exemple, que première phase du cycle, on a beaucoup d'énergie et puis on a souvent envie de commencer plein de choses, ça serait aussi intéressant de se dire, ok, à ce moment-là, je sais que je peux prendre peut-être plus de temps pour faire du sport parce que je sais que j'aurai plus d'énergie. Et puis au contraire, si la deuxième phase, c'est un petit peu plus difficile de se motiver, que des fois il y a un petit peu des baisses d'humeur, et là il faudra aussi arriver à reconnaître que c'est peut-être lié un peu au cycle, il y a sûrement d'autres facteurs, mais que dans cette phase-là, on arrive à prendre peut-être un peu du recul, puis se dire, ok, s'il me faut peut-être un quart d'heure de plus pour lasser mes chaussures, pour aller à ma séance de sport, okay. J'anticipe et je prendrai un quart d'heure de plus, c'est ok, et puis ça permet souvent, je trouve, d'anticiper un petit peu, puis de pas, entre guillemets, de trouver des mécanismes un peu d'aliénation de soi où on dit ouais, j'ai déjà pas de motivation, en plus j'ai pas envie d'aller au sport, et puis on rentre dans ce cycle un petit peu négatif, et de prendre un peu du recul et puis dire ok, je sais que dans cette phase-là j'ai un petit peu plus besoin de temps, ça va permettre peut-être de mieux transiter dans ces phases. Donc être à l'écoute, mais de temps en temps quand même oser aller tester un peu, aller de l'avant, même si des fois on n'a pas très envie, parce que des fois c'est pas toujours lié au cycle. Oui, il y a multiples facteurs, c'est sûr. Donc pas prendre ça comme une excuse, alors ça, il faut le prendre en compte, et puis voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur la phase du cycle menstruel et son lien avec le sport santé, ou après on passe à la suite qui est la ménopause? Je pense qu'on a déjà pas mal dit de choses, mais c'est vrai que si je devais résumer un petit peu, il y a vraiment un outil de connaissance de soi. Donc il faut vraiment prendre le cycle comme quelque chose qui nous permet d'apprendre à nous connaître. Et puis ce qui est aussi important avec le cycle menstruel, je pense, c'est son côté indicateur de santé. Ça, c'est peut-être la chose qu'on a un peu moins abordée, mais on sait que le cycle menstruel, c'est un indicateur de santé. Et puis, ce sera aussi souvent, des fois, un peu un baromètre. Donc, s'il y a plus de stress, s'il y a des choses qui impactent notre vie en général, probablement qu'il y aura aussi un impact sur le cycle menstruel. Et c'est toujours intéressant de l'observer. Dans quel sens c'est un indicateur de santé ? Dans le sens où si finalement il y a des troubles du cycle qui apparaissent, c'est clairement lié à une problématique autre. Ça peut être un déficit en énergie, donc ça peut être aussi une période de stress élevé qui fait que tout d'un coup les règles disparaissent, ou alors la durée du cycle change. Et ça permet vraiment d'avoir ce baromètre pour se dire ok, peut-être il faut que je regarde un petit peu sur les dernières semaines qu'est-ce qui s'est passé, et si j'étais sujet à beaucoup de stress ou quelque chose qui impacte ma vie. Et puis toi, personnellement, dans tes performances ou dans ton activité sportive, est-ce que tu prends en compte tous ces paramètres ? Oui, je les prends en compte. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé justement d'avoir un peu de recul par rapport à comment je me sens dans certaines phases. Et puis pour pouvoir placer des fois plus d'entraînement dans certaines phases, parce que je sais que j'ai plus d'énergie et puis que ça va être plus facile d'encaisser les entraînements. Et puis j'aurai plus de motivation aussi à m'entraîner peut-être dur. Et puis après, je prends aussi plus de recul dans une deuxième phase où je sais que j'ai un peu moins d'énergie. Et puis ça me permet vraiment de plus avoir cette difficulté de se dire mais en fait j'ai pas envie de m'entraîner et je sais pas pourquoi, et est-ce que je suis fatiguée, etc. Donc de connaître ça me permet de mieux adapter mon entraînement. Tu conseillerais sur une période de peut-être noter et suivre un peu justement son niveau d'énergie, son niveau de motivation, que ce soit au lever ou le soir après une journée? Peut-être qu'au lever on a plus d'énergie que le soir après une longue journée. Est-ce que tu conseillerais de faire ce suivi-là? Oui, absolument, ouais. Je conseillerais vraiment de faire ce suivi du cycle et se le faire sur plusieurs cycles. Un cycle, ça suffit pas. Il faut, je dirais, au moins 3 cycles consécutifs pour pouvoir observer des tendances. Et puis, je pense que les paramètres qui sont à regarder, c'est vraiment l'humeur, noter les symptômes. Il y a tellement de symptômes prémenstruels qui peuvent être différents d'une personne à l'autre. Et puis, motivation peut-être à aller faire du sport, ou motivation générale dans sa journée. Le sommeil aussi à observer, ça peut être vraiment intéressant d'observer un petit peu les impacts sur le sommeil. Et puis de noter ça, idéalement c'est sûr qu'il faudrait le faire un petit peu toujours au même moment dans la journée, parce que c'est sûr que matin ou soir ça sera peut-être différent. On va se dire tous les matins je prends une petite feuille et je note peut-être de 1 à 5 comment je me sens au niveau de l'humeur, comment je me sens au niveau de mon sommeil et puis de mon fitness général. Ouais, ça peut être intéressant pour pouvoir adapter après les choses.
Intéressant. On va passer maintenant au chapitre ménopause et sport santé. Donc, est-ce que tu peux, enfin, ça concerne particulièrement le public qui nous écoute aujourd'hui, les membres qui sont à Hope Santé. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste et quels impacts ça a sur le corps de la femme dans cette période-là? Donc la ménopause, c'est aussi, en comparaison au cycle menstruel, c'est aussi, je pense, une thématique un peu taboue dont on n'a pas beaucoup parlé et que ces dernières années, on commence un petit peu à investiguer. Et puis la ménopause, en fait, c'est défini comme une année entière sans l'apparition des règles. Donc vraiment 12 mois où il n'y a pas de règles. Et puis à partir de ce moment-là, on peut dire que c'est la ménopause. En moyenne, ça arrive autour des 51 ans. En moyenne. Et puis, ce qui se passe avant, en fait, c'est la périménopause. Et puis, la périménopause est un petit peu cette phase de transition. Si on compare un petit peu à l'adolescence, ce serait un petit peu une deuxième puberté, on pourrait dire, parce qu'il y a de nouveau des changements hormonaux qui arrivent. Et puis, c'est vraiment cette phase de périménopause qui peut durer de quelques mois à une dizaine d'années. Donc, c'est encore une fois très variable et très individuel. Et puis, quels impacts ça a sur le corps? Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une diminution des hormones qui sont propres à la femme et ça peut avoir différents impacts. Dans la périménopause, il y a pas mal de symptômes qui peuvent arriver. On a souvent une perturbation du sommeil, on a souvent une diminution de la masse musculaire, une diminution de la densité osseuse. Et puis aussi sécheresse de la peau, sécheresse vaginale, qui sont des choses qui arrivent dans cette phase de périménopause. Du coup, certains de ces symptômes sont aussi liés à l'avancée en âge aussi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour lutter contre ces symptômes-là, ces conséquences qui sont finalement physiologiques, mais est-ce qu'on peut atténuer tout ça? Oui, on peut, je pense, atténuer tout ça. La première chose, je pense que c'est, encore une fois, comme pour les symptômes liés au cycle, c'est de déjà reconnaître ces symptômes. Et puis après, on sait que, par exemple, sur la diminution de masse musculaire, diminution de masse osseuse, le sport a un impact. Donc c'est clair que la pratique sportive régulière pourrait diminuer la perte de densité osseuse et la diminution de la masse musculaire. Aussi sur le sommeil, on sait que ça a un impact, le sport. Donc encore une fois, c'est le médicament numéro 1, la pratique sportive sur cette phase de transition qui est la périménopause et la ménopause. Qui permettent de mieux vivre cette phase-là. Et puis vas-y, tu allais ajouter quelque chose avant. Et puis il y a aussi peut-être la prise de poids qui est souvent une on va dire, considération, une préoccupation primaire dans cette phase-là. Et bien sûr que le sport pourrait réduire la prise de poids, en tout cas la stabiliser. Une pratique régulière. Et ça va avec, si je complète, avec le mode de vie en général. Tu parlais sommeil, tu parlais aussi, après on va parler bien sûr alimentation. Et voilà, ça doit être correctement. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais tu peux, si tu as quelque chose à compléter. Mais je pense que dans cette phase de périménopause et de ménopause, c'est vraiment l'hygiène de vie est vraiment hyper importante. Et c'est vraiment un moment de la vie où il faut vraiment se préoccuper de son hygiène de vie. Et puis, toutes les petites choses peut-être qu'on faisait avant sans trop de problèmes vont peut-être devenir un problème à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il faudra les questionner et puis revoir un petit peu son hygiène de vie pour qu'elle puisse avoir le minimum d'impact négatif sur son quotidien. Puis gagner en qualité de vie, avancer dans la vie avec le plus de capacités possible et puis atténuer tous ces symptômes négatifs comme tu le dis. Quel type d'activité vraiment tu conseillerais pour... maintenir les muscles, renforcer ses os, etc. Je pense qu'il y a de toute façon ces deux axes de renforcement musculaire, d'exercice de résistance et puis également aussi des exercices cardiovasculaires. Donc je pense que les deux sont toujours importants d'avoir en concordance et puis de se diriger peut-être aussi des fois vers des activités qui nous font un petit peu peur. Je ne sais pas si on a l'habitude de faire du yoga, de la marche, peut-être se dire ok, qu'est-ce que je pourrais découvrir? Est-ce que le renforcement musculaire c'est peut-être quelque chose qui me fait un petit peu peur mais qui pourrait avoir des bénéfices puisqu'on a moins l'habitude de le faire. C'est vrai que moi je trouve que le renforcement musculaire, on a un épisode qui va bientôt sortir sur les muscles, mais
je pense que ça va devenir de plus en plus, enfin ça va prendre de plus en plus de place dans les recommandations, à mon avis. Elles sont des fois un peu oubliées, je trouve, ces recommandations de au moins 2 jours par semaine de renforcement musculaire qui sont dans les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On parle beaucoup de ces 30 minutes d'activité physique modérée tous les jours. Ce qui est important, c'est le fond à voir, de se lever régulièrement, essayer de briser ses temps, se couper ses temps de sédentarité où on est assis. Puis c'est vrai qu'après, on oublie un petit peu renforcement musculaire, puis on avance en âge aussi, travail d'équilibre, mais qui est très proche, on va dire, du renforcement musculaire. Puis en termes métaboliques aussi, le muscle a vraiment un rôle à jouer. Et notamment, quand il y a des changements dans le corps, changements hormonaux, etc., je pense que le fait de créer de la musculature, et on ne parle pas de bodybuilding, etc., juste pour sa santé, je pense que ça va devenir petit à petit un game changer, comme on dit en anglais, un changement dans le jeu. Je ne sais pas si traduit comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses à ce sujet-là, autour du muscle. Je partage tout à fait ton opinion, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que concernant, je dirais, la femme, on a aussi un petit peu, dans les dernières années, c'est clair qu'une femme se tournait peut-être moins volontiers vers les exercices de résistance. C'est en train de changer, mais c'est vrai que si on a vécu toute sa vie sans vraiment se tourner vers des exercices de résistance, c'est peut-être difficile d'y aller quand on arrive à entre 50 et 60 ans. Mais c'est hyper important en fait, parce que c'est à ce moment-là finalement qu'on a de la peine à créer de la masse musculaire, et puis en fait qu'il faut vraiment déjà entretenir le quota qu'on a pu créer jusqu'à ce moment-là. Peut-être qu'on on va clairement pas en créer énormément, mais au moins la maintenir, ce qui nous permettra de pas avoir de problème d'équilibre, de vraiment avoir un vieillissement qui se passe bien. Ouais. Et en fait, c'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et c'est jamais trop tard, effectivement. On peut toujours avoir des impacts. Et puis, je ne vais pas tout dire le contenu du prochain épisode, mais c'est vrai que moi qui ai fait mon travail de master dans la population plus âgée, dans des EMS, et c'est vrai qu'on a vu des impacts. Je les ai entraînés 3 fois par semaine pendant mon étude, pendant 8 semaines. Et je dirais à partir de la 5e, 6e semaine, je commençais à avoir des personnes qui étaient capables de se lever maintenant de nouveau sans les accoudoirs et tout seul plusieurs fois, alors qu'au début, ils n'étaient pas capables. Donc c'est là qu'on voit que même avec un âge avancé, plusieurs pathologies, des troubles d'équilibre, etc., qu'on peut avoir un impact là-dessus. Donc si on s'y met beaucoup plus tôt, c'est toujours mieux, parce qu'en fait, on est déjà, nous deux, en train de perdre des muscles si on ne les entretient pas déjà à nos âges. Donc ça commence assez vite. Donc après, on a physiologiquement, on a une courbe qui suit plutôt une pente descendante, mais après, on peut atténuer cette pente, on peut l'influencer, on peut l'améliorer. Donc voilà, faut pas que ce soit une fatalité de perdre du muscle et perdre de la densité osseuse. Mais c'est un capital qui est important, ouais. C'est ça. En même temps, ça lutte aussi contre certaines maladies. L'ostéoporose, on sait que les os ont besoin de choc sans non plus sauter à pieds joints et puis se casser les os, mais voilà, qu'ils soient stimulés pour qu'il y ait des adaptations qui se créent dans le corps. Est-ce qu'il y a des adaptations à faire dans la pratique sportive, mais pratique santé toujours, au moment de l'arrivée, gentiment de l'arrivée de la ménopause? Je pense pas qu'il y ait vraiment des adaptations liées au sport qu'on fait. Je pense qu'il faut garder... ça dépend aussi quelle pratique sportive on avait avant. Mais je pense que ce qui est surtout important à garder en tête, c'est vraiment une phase où il faut garder son activité physique et puis il faut lui donner une importance particulière. Et on arriverait à citer peut-être quelques bénéfices que ça peut avoir sur les symptômes ou conséquences que peut avoir la ménopause. Déjà, peut-être en dire quelques-uns. On a déjà un peu dit 2-3 choses, mais est-ce que tu en as... Déjà, si on cite un peu les conséquences négatives qu'il peut avoir, après, c'est jamais exhaustif, mais... La première, la principale, c'est quand même la diminution de densité osseuse, je pense, qui préoccupe pas mal. Avec des ostéoporoses, du coup. Des ostéoporoses, effectivement. Et comme on l'a dit, les impacts peuvent stimuler la création de masse osseuse. Donc là, on a clairement un impact de l'activité physique directement sur la densité osseuse et la santé osseuse. Même impact sur la musculature, comme on l'a déjà dit. Et puis je pense qu'après il y a aussi ce facteur sommeil qui est important, et je pense qu'effectivement l'activité physique peut aussi réguler aussi le sommeil, permettre d'être peut-être plus fatigué quand on va au lit, de se coucher relativement tôt, et permettra aussi, en fait je pense que le sommeil c'est aussi un facteur clé là-dedans, parce que si on a un sommeil qui se passe pas très bien, le reste de la journée va aussi mal se passer, et puis on rentre dans un cycle comme ça. Donc là aussi encore une fois les impacts de l'activité physique peuvent être positifs sur la santé du sommeil.
Et puis on a aussi des changements d'humeur qui peuvent arriver aussi dans ces phases-là. Et encore une fois, comme par rapport au cycle, l'activité physique stimule, que ce soit les endorphines, la dopamine, la sérotonine, donc ces hormones qui sont plutôt tendance bonheur et qui régulent un peu l'humeur. Donc ça peut encore être une fois un point positif de l'activité physique. Impact sur la santé mentale, du coup. Ouais. Avec ces changements, des fois, ça peut, je ne vais pas dire déprimer, mais ça peut mettre un peu down, comme on dit, un peu. Ça peut faire descendre le moral un peu. Donc, le fait de bouger, ça permet de contrer un peu ça. Il y a l'aspect aussi, peut-être, souvent, on entend des bouffées de chaleur. Donc, l'activité physique, je pense, aide à réguler. Là, je pense que c'est plus difficile à dire. Je pense qu'on n'a pas trop de connaissances encore sur le... Ouais. Je pense que là, sur les bouffées de chaleur, ce que je conseillerais peut-être plus, c'est peut-être de réguler la température, que ce soit des fois peut-être bain froid-chaud, alterner chaud-froid, ou d'avoir plus une régulation de la température. Mais j'avoue que sur celui-là, je ne sais pas exactement. Il n'y a encore pas de... Ok, bon, en regardant un peu sur la thématique, on a vu un peu que ça peut aider à réguler la température corporelle, du coup, qui peut aider un peu logiquement. Alors peut-être qu'il n'y a pas forcément de preuves scientifiques, mais bon, c'est à tester à nouveau, à voir si ça vous fait du bien. Et puis chacun, de nouveau, là on revient sur c'est individuel, chacun va vivre différemment ses symptômes ou ses conséquences. Donc à essayer. Je sais pas ce que tu en penses. Absolument, et c'est toujours, encore une fois, individualisé, puis à tester finalement, être curieux, et puis dire, si je fais ça, qu'est-ce que ça a comme impact? Est-ce que j'ai peut-être eu moins de bouffées de chaleur après ma séance de sport, ou peut-être au contraire un petit peu plus? À vraiment individualiser. Et puis je crois que dans les symptômes, on en a peut-être encore un qui est la prise de poids. Et là, je pense que l'alimentation va aussi être en jeu, finalement, l'activité physique, clairement, et l'alimentation, pour réguler un petit peu cette prise de poids. C'est vrai qu'on a un changement métabolique qui arrive dans cette phase-là, et il y a certains aliments qu'on va métaboliser différemment, qui fait qu'on a une tendance à prendre du poids. À quoi? Tu as un peu des connaissances sur la nutrition un peu à ce niveau-là, ou à quoi faire attention? Après, avec toutes les connaissances qu'on a vues à l'université, on peut déjà dire 2-3 choses, à mon avis. Ouais. Je pense qu'il y a de toute façon toutes les connaissances de base qui ont peut-être été déjà abordées dans un épisode. Après, je sais que... On peut toujours les rappeler, ça fait toujours du bien. Par rapport à la métabolisation du fructose, on sait que les fruits à la ménopause sont peut-être moins bien... métabolisé, donc peut-être faire attention au sucre de fruits finalement, avant de dormir aussi, peut-être moins consommer de fruits avant de dormir. Ça c'est peut-être un des tips qu'on pourrait donner. Mais, en termes de quantité, ou bien, parce que des fois on a plutôt tendance à pas en manger assez, avec les fibres que ça contient, les vitamines, etc. Oui. Est-ce que c'est une notion de quantité, ou c'est que là si tu enfiles 10 fruits avant de dormir, c'est vrai, ou ça irait, 2, je sais pas. Je pense que c'est un peu une sorte de quantité, parce que finalement, on sait qu'il y a des fruits qui sont qui contiennent beaucoup de fructose, qui sont très sucrés, et puis il y a d'autres fruits qui sont un petit peu moins sucrés, notamment les pommes, qui sont pas forcément très riches en sucre. Et puis, je sais pas si on mange une mangue ou des choses comme ça qui sont peut-être beaucoup plus sucrées. Puis en termes de... ce qui va avec le muscle, en fait, pour créer du muscle, c'est souvent associé aux protéines, qui est la nourriture un peu de nos muscles. Quel est ton avis un peu sur les protéines? Tu les conseillerais? On mange trop, pas assez? Ouais. Je pense que dans cette phase un peu de périménopause et de ménopause, il y a aussi justement une attention particulière à la consommation de protéines qui doit être là. Comme on a dit, il y a une perte de masse musculaire, donc c'est clair qu'il faut pouvoir aussi créer les briques pour construire, pour en tout cas entretenir cette masse musculaire. Donc les protéines sont vraiment hyper importantes, et puis elles permettent aussi un peu de réguler la satiété. Et c'est aussi peut-être là un petit peu l'erreur des fois qu'on fait, c'est qu'il y a une prise de poids, donc on veut diminuer un peu ses apports, on va peut-être plus se tourner vers de la salade ou des choses comme ça, des choses qui sont moins riches en nutriments, alors qu'il faudrait plutôt mieux repenser son alimentation et puis amener suffisamment de protéines plutôt que diminuer les apports en général. C'est vrai qu'on a tendance à des fois à dire je veux perdre du poids. Déjà, du poids, c'est pas forcément le bon terme, parce que perdre de la masse grasse, et on dit ok, je vais manger beaucoup moins qu'avant. Alors certes, il y a une notion aussi de quantité qu'il y a à prendre en compte, mais souvent, comme tu dis, on se retourne que à manger de la salade, on a faim tout le long, et puis finalement souvent ça fait l'effet inverse, et puis finalement on va quand même favoriser la prise de poids. Et du coup, comme tu dis, plutôt essayer de rechercher une assiette plus équilibrée,
Après, voilà, ça se discute. Là, j'ai discuté dans un épisode avec Olivier Bourquin, nutritionniste. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mais je connais de nom. Ouais, justement, il disait le ratio entre protéines et glucides. Les glucides sont toujours importants, notamment pour favoriser le sommeil. On entend des fois qu'il ne faut pas les consommer le soir, mais a priori, après, je ne suis pas spécialiste dans la nutrition, mais que ce serait intéressant plutôt de les consommer justement en fin de journée ou les consommer autour d'une pratique sportive. Mais après, voilà, ça dépend aussi de quelle intensité vous faites votre pratique sportive. Par contre, on a tendance à avoir pas assez de protéines et beaucoup trop de glucides. Et des fois, le ratio devrait être plutôt inversé. Et je partage vraiment pas mal son avis à ce sujet-là. Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces glucides Je pense que je suis aussi assez de ton avis par rapport peut-être aux spécificités de la femme dans cette période-là. Je pense que ce qui est super important, c'est peut-être déjà de prendre un peu un pas en arrière, de regarder un peu ce qu'on consomme, si notre alimentation a l'air d'être plutôt équilibrée ou si elle fait un petit peu le yo-yo. Des fois on mange, des fois on mange pas, des fois on se prive, des fois on a on se sent un petit peu coupable ou avoir de la culpabilité par rapport à l'alimentation. Puis si c'est le cas, je pense que ce qui est important, c'est de se tourner quand même vers des professionnels de la santé, aller vraiment vers des diététiciens diplômés pour peut-être assez rapidement rééquilibrer son alimentation avant qu'elle devienne vraiment un problème et une préoccupation numéro 1. Parce que c'est très difficile dans cette phase-là. S'il y a une prise de poids, il y a de toute façon quelque chose qui va devenir peut-être anxiogène. Et je pense que c'est hyper important d'abord de se tourner vers des diététiciens pour... Et faire du renforcement musculaire. Faire du renforcement musculaire aussi. Non, mais c'est important, c'est vrai. Et ça peut être plaisant, hein, le renforcement musculaire. Des fois, on a cette image un peu peut-être négative des fitness au final, où on voit que des gens regardent leurs biceps dans les miroirs. Mais au-delà de ça, si on se concentre simplement sur le fait de renforcer les muscles, c'est ça qui est intéressant. Si on parle un peu aussi avec un des... je ne sais pas si on peut l'appeler ça un symptôme, mais ce qui peut arriver, des conséquences plutôt, l'incontinence urinaire, ça peut arriver aussi durant cette période, ça peut arriver aussi post-accouchement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner là-dessus, à nouveau des choses à adapter dans la pratique ou... Oui, c'est clair que c'est une thématique qui est hyper importante, la santé du plancher pelvien, globalement, parce que finalement, en fait, ça peut toucher vraiment beaucoup de gens. Ça peut toucher de la gymnaste qui s'entraîne 12-15 heures par semaine, à la jeune maman qui vient d'accoucher, à la femme qui est en périménopause, en ménopause. Et je pense que c'est une thématique qui devrait être abordée en fait tout le temps, tout au long de sa vie, de connaître un petit peu les éléments qui sont liés à la santé du plancher pelvien. Et puis... par rapport à l'incontinence urinaire, c'est clair que ça peut être un frein à la pratique sportive, parce que souvent c'est un petit peu tabou et puis on n'a pas forcément envie de se mettre dans cette situation. Et je pense que là, c'est vraiment important de pouvoir un peu normaliser le discours et puis de lever un petit peu le tabou par rapport à cette thématique. Ouais, pas avoir peur de le dire. Et puis, il y a des choses simples qu'on peut adapter. Par exemple, même sur place de la course, on peut simplement faire sans impact. Et puis déjà, ça va aider. Après, on peut renforcer aussi ces zones spécifiques. Donc après, là, à nouveau, je pense qu'il faut s'orienter vers des professionnels qui connaissent à fond le plancher pelvien et puis qui savent comment renforcer ces zones-là. Mais tu as des conseils, tu conseillerais, toi, de même au quotidien, essayer de renforcer ces zones-là? Oui, absolument. Je pense que... Alors déjà, il faut arriver déjà, il faut définir un petit peu si c'est problématique dans sa pratique sportive. Et puis, comme tu l'as dit, il faut pouvoir le communiquer, que ce soit peut-être juste prendre un moment avec son coach ou avec la personne qui donne le cours pour dire, voilà, ça me provoque des fuites urinaires et du coup, on adapte. Et puis, une fois qu'on adapte, là, il faut vraiment se poser la question évidemment qu'il faudra aller renforcer, qu'il faudra aller retravailler un petit peu l'activité du plancher pelvien et puis trouver des exercices ciblés. Mais ça se fait principalement avec des professionnels parce que ça nécessite pas forcément beaucoup de séances, mais juste de choisir les exercices, connaître la problématique, où est-ce qu'il y a un petit peu les lacunes, et puis après adapter un programme d'entraînement. Parce que même si on est dans ce cas de figure, il y a toujours quelque chose qu'on a à faire. On peut adapter beaucoup de paramètres pour que la personne puisse continuer et qu'elle n'ait pas peur de se mettre en mouvement en fait à cause de ça. Moi, je trouve que ce serait un peu bête d'arrêter de se mettre en mouvement parce qu'on a peur de ça. Oui. Et que c'est
pas tabou du tout, et voilà. Mhm. Et ça arrive à plus de monde. Je pense que vraiment il faut adapter dans un premier temps et puis aller chercher les ressources pour pallier cette problématique et puis reprendre confiance et puis retrouver son activité. Tu as d'autres thématiques, sujets, enfin en restant dans cette thématique-là, mais est-ce que tu as d'autres sujets que tu aimerais aborder, qu'on n'a pas encore mentionné? Et si tu n'en as pas, est-ce que tu as un dernier mot à passer à notre audience? Je crois qu'on a abordé pas mal de choses. J'espère qu'on a pu en tout cas donner quelques clés aux auditeurs. Et si je devais conclure un peu ou donner quelque chose pour la suite, pour résumer, ce serait vraiment que ce soit pour le cycle, que ce soit pour la périménopause, que ce soit pour la ménopause, dans sa pratique sportive. Je pense que c'est important d'apprendre à se connaître par rapport à ces thématiques-là, dans un but vraiment de connaissance de soi et puis d'adaptation de la pratique sportive. Et puis d'en parler aussi beaucoup, normaliser un petit peu ces thématiques-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes aimeraient en savoir plus sur toi ou découvrir? Tu fais aussi tes propres services. Enfin, dis-nous un peu où est-ce qu'on peut te trouver. Alors sur les réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram, sous mon nom, hein, Amélie Berchi. Sur Instagram, c'est Amélie Berchi, sans le E. Et j'ai un site internet aussi, amelieberchi.com. Donc là, vous pouvez me retrouver. Et puis, s'il y a des questions, je réponds vraiment volontiers. Et je trouve que c'est une thématique qui est du coup, comme on l'a dit, très individuelle. Donc, c'est très intéressant de pouvoir échanger et puis de pouvoir partager un peu les ressentis des personnes, puisqu'on doit encore beaucoup faire de travail sur les connaissances scientifiques et individuelles sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à lui écrire directement ou à nous écrire à nous et on lui transmettra les questions. Et en tout cas, moi, il ne me reste plus qu'à te remercier pour cet épisode et remercier ceux qui nous écoutent, les auditrices. S'il y a des auditeurs, peut-être que ça a intéressé, et tant mieux, j'invite aussi. J'espère. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû le dire au début, d'inviter les hommes aussi à s'intéresser à ce sujet-là. Et ça, c'est hyper primordial parce que finalement, par rapport à la ménopause, dans sa vie en tant qu'homme, on aura toujours contact avec quelqu'un qui sera dans cette phase-là, que ce soit au niveau du cycle aussi, on est toujours en contact entre nous, donc c'est hyper important que vous soyez aussi au courant. Il faudra qu'on mette un message au début pour comme on ne l'a pas dit et on le dit à la fin. Donc, voilà. Mais voilà. Un gros merci pour votre écoute et puis n'hésitez pas à aller aussi partager les épisodes, les extraits qu'on fait de ce Hopcast et ça donne la force, ça nous motive aussi à continuer à faire des épisodes, à inviter de nouvelles personnes et encore un grand merci Amélie et au revoir tout le monde. Merci à toi, au revoir tout le monde.